L'anglais est une langue unisexe. Et celui qui parle anglais perd complètement tout contact, ou presque, avec la réalité du masculin et du féminin. Ça n'est pas rappelé du tout. À l'encontre, à l'inverse de l'hébreu, par exemple, qui est une langue où constamment on doit se demander qui parle, à qui on parle. Et d'ailleurs, il est assez comique de voir des juifs, notamment des rabbins ou des rabbines juives, nous dire que la question de la différence des sexes est dépassée, alors que l'hébreu rappelle en permanence ce point-là. Alors on nous dit qu'il faut adapter les textes, les traditions de notre époque. Apparemment, ce n'est pas ce qu'ont compris les fondateurs de l'État d'Israël, qui ont perpétué un hébreu extrêmement différenciant au niveau sexuel. Alors, ce qui est assez comique, c'est que, comique, enfin incongru, c'est que la plupart des juifs de France ne connaissent pas l'hébreu, et donc, par conséquent, ils n'ont aucune connaissance, aucune conscience de l'importance de la sexuation dans la langue hébraïque. Bien que le français soit moins unisexe que l'anglais, par rapport à l'hébreu, il y a une contrainte de distinguer à qui on parle, de qui on parle et qui on parle et qui parle, qui est constante. Même pour dire à quelqu'un, viens ici, on ne lui dit pas de la même manière que si l'on s'adresse à un homme ou une femme. Donc l'hébreu, c'est une tradition qui nous rappelle, alors c'est une tradition, comme une religion est une tradition, qui nous rappelle à quel point l'importance de la distinction entre masculin et féminin est fondamentale. Inversement, l'anglais nous le rappelle très peu. Alors à ce sujet, il faut distinguer la troisième personne du singulier de la première et la deuxième personne du singulier. Parce que c'est le problème du contexte. Une langue ne se comprend que dans son contexte. Alors, quand je dis je, on voit bien si je suis un homme ou une femme. Quand je m'adresse à quelqu'un, je sais que si je m'adresse à un homme ou une femme. Par contre, quand je parle de quelqu'un à la troisième personne, qui n'est pas là, normalement, qui n'est pas là, qui est absent, c'est pour ça que les gens n'aiment pas qu'on dise il quand ils sont là, il ou elle. Là, il faut préciser parce que le contexte manque. Et c'est pour cela que les langues, de manière générale, qui sont à mon avis très contextuelles quand même, ont une troisième personne qui est beaucoup plus marquée sur le plan sexuel, sexué. Même en anglais, on dit he et she, alors qu'on dit you et I, donc il y a une distinction. On dit his and her, alors qu'on dit my and your. Donc c'est toujours la troisième personne qui est marquée sexuellement, même en anglais, parce que la troisième personne, il n'y a pas la, on ne sait pas de qui on parle, on ne voit pas la personne de qui on parle. On sait peut-être, on sait, mais encore on ne la voit pas, elle n'est pas là devant nous, à la différence du jeu et du tu. Et puis, il y a aussi d'autres aspects qu'il faudrait aborder. Qui font que l'anglais est une langue qui favorise le déni de la sexuation. L'adjectif anglais n'est pas différent au masculin et au féminin. Alors en français, le français qui a beaucoup marqué l'anglais, la différence existe, mais elle est faible, elle est surtout au niveau de l'écrit. Et ça c'est intéressant aussi. L'écrit et l'oral n'ont pas le même statut au niveau de la langue. L'oralité, c'est la présence, comme je viens de le dire tout à l'heure. C'est le je et le tu. L'écrit, c'est finalement l'absence. Si quelqu'un est là, on a besoin de ses écrits.
Et donc, l'écrit marque plus le sexe que l'oral en français. Comme on le sait très bien, il y a beaucoup de lettres, notamment des finales, qui s'entendent peu ou pas en français, alors qu'elles sont marquées au niveau de l'écrit. Alors on pourrait multiplier les exemples de ce type, n'est-ce pas? Même entre grand et grande, bon, pour quelqu'un qui n'a pas l'oreille exercée, ça se ressemble. Quand on a le marqueur du pluriel ne s'entend pas en français. Il y a des cas où il n'en est pas ainsi. Mais globalement, la langue écrite est marquée plus par la sexuation. Oralement, on entend plus, lit plus la sexuation que la langue orale. Quand on écoute le français oralement, on a parfois l'impression qu'on ne distingue pas le masculin et le féminin. Pour quelqu'un qui est très habitué, oui, quelque part, mais finalement, pas tant que ça. Et puis alors, il y a beaucoup d'exemples où ce n'est pas le cas. Donc, difficile, pauvre, simple, c'est la même chose de toute façon, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. En revanche, intelligent et intelligente, pour quelqu'un qui entend comme ça, il ne voit pas tellement de différence, ce qui fait qu'en anglais, intelligence est aussi bien pour le masculin et le féminin. On voit bien que l'anglais est marqué par les ambiguïtés même de la langue française, beaucoup plus que l'allemand. Par exemple, en allemand, on a klein et kleine. Kleine. En français, on a petit et petite, pas petite. Et donc, par conséquent, au niveau de l'écoute, ça s'entend beaucoup moins bien à l'oral qu'à l'écrit en français. Alors qu'en allemand, l'oral s'entend quand même suffisamment bien. Parce qu'on a supprimé le vrai E, on a fait du E final un E muet, en quelque sorte. Alors qu'en allemand, le E final, il est très marqué au contraire. Voilà, donc la langue que l'on parle nous incite plus ou moins à distinguer en particulier le masculin et le féminin. Donc quelqu'un qui parle plus l'anglais que l'hébreu, par exemple, eh bien, il aurait tendance à négliger le masculin et le féminin, dans bien des cas, surtout à l'oral. Et on comprend pourquoi, dans certaines synagogues, la formation à l'hébreu est très médiocre, notamment même pour la bar mitzvah. D'une manière générale, le public synagogal connaît très mal l'hébreu, et en connaissant très mal l'hébreu, il ne perçoit pas, il ne capte pas le marqueur du masculin et féminin qui est très très important en hébreu, et d'où des discours un peu délirants sur ce qui est dépassé au niveau de la langue hébraïque et de la tradition hébraïque et de la tradition biblique.